Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo lundi 23 novembre. Parti pour cette troisième semaine des Vendée Globe sur notre page Facebook Agathe Météo. 40 000 km de course en solitaire sans escale pour notre flotte d'IMOCA. Vous le voyez à ma gauche, à la gauche de votre écran, c'est Yann Amis. Alors si vous nous rejoignez pour la première fois, il est directeur scientifique chez Sport Riser. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis. Vous avez passé un bon week-end? Un week-end chargé parce qu'à suivre les bateaux. Oui. C'est vrai, ça demande beaucoup de travail. Alors justement, en tête du classement, on retrouve Charlie Dalin, de Thomas Ruyant et il remonte sur le podium. C'est le doyen de la compétition, 61 ans, Jean Lecam. Alors petite précision, lui sur son bateau, contrairement à ses concurrents, il n'a pas de fleuil et il profite des petits soucis du boss pour prendre la troisième place du podium. Alors, petite question, si on compare avec la dernière édition, celle de 2016, on voit un petit retard sur les temps de référence, un retard qui devrait s'accentuer avec un temps très compliqué pour rejoindre le cap de Bonne-Espérance. Alors Yann, en quoi cette configuration est-elle différente de celle de 2016 ? Alors, c'est vrai que le parallèle, le contexte météorologique est toujours sensiblement identique sur l'Atlantique Sud. Tout se joue en fait avec la position de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui a pour caractéristique essentielle, c'est que c'est un anticyclone qui est très mobile et qui peut avoir des différences d'intensité assez importantes. Et là, en l'occurrence, ce que l'on voit, c'est que la tête de course est en train de couper, on va dire, sur une route directe. Donc, il coupe à travers l'anticyclone de Sainte-Hélène à la faveur d'un champ de pression qui est relativement mou. Alors que sur la précédente édition, finalement, c'était une route quasiment beaucoup plus directe. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur la bordure ouest de l'anticyclone de Sainte-Hélène avec une belle configuration isobarique qui a permis, en fait, à l'époque, à un groupe de tête de vraiment très vite s'échapper, alors que l'arrière de la flotte, plutôt mi-flotte, arrière de course, eux, se sont retrouvés dans une configuration isobarique un peu identique à celle que l'on a aujourd'hui pour l'édition 2020. Donc, finalement, ça ne tient pas à grand-chose, le fait de franchir, je dirais, l'Atlantique Sud, c'est une histoire de configuration isobarique. Donc, on peut avoir la bonne fenêtre ou alors avoir une fenêtre un peu plus délicate, ce qui est le cas aujourd'hui, donc ce qui fait qu'on prend du retard, notamment en approchant du cap de Bonne-Espérance. Alors justement, quelle est la situation pour ce lundi 23 ? Alors, peut-être juste pour commencer, on peut commencer par l'image, on va dire, infrarouge. On voit que les bateaux sont en train de circuler sur une masse nuageuse, notamment qui coupe en fait notre écran là du cadran nord-ouest au cadran sud-est. Donc, cette masse nuageuse, en fait, elle est associée à une zone de basse pression qui est en fait comprise entre nos systèmes anticycloniques qui occupent l'Atlantique Sud. Et on voit bien là sur cette analyse isobarique qu'on est en face d'un phénomène avec la petite dépression D4, là, c'est une zone à faible gradient dans laquelle on a une masse nuageuse. Et en fait, elle est comprise entre deux anticyclones, donc A4, A5, A6. Alors, ce qui va se passer dans les 36 prochaines heures, l'anticyclone A4, en fait, va se combler. Donc, il va tout simplement perdre, je dirais, son importance. Et ensuite, la petite dépression D4 va poursuivre sa circulation et les bateaux vont chercher à rester au contact le plus longtemps possible de cette dépression D4 pour gagner vers le sud. Parce que quelque part, ce qui est en train de se produire, c'est que l'anticyclone A6, en fait, perd lui aussi de son intensité, il va s'affaisser. Et en fait, la circulation finale que l'on voit bien se mettre en place, notamment pour jeudi, c'est quoi ? C'est que cette dépression D4 a bien circulé sur la bordure nord-nord-est de notre anticyclone et l'anticyclone A5 en fait est en train de se reconstituer. Donc résultat, en fait, on retrouve une circulation délicate pour les bateaux qui est de venir conserver le maximum le contact avec la dépression D4 et chercher à gagner dans le sud. Donc ça ne va pas être facile parce que quelque part, ils seront confrontés à cette zone de vent faible qui est liée finalement au repositionnement de l'anticyclone. Donc ça va être très délicat pour eux. Alors justement, pour mieux comprendre tout ça, est-ce qu'on peut effectuer un routage pour nos 3 premiers skippers, par exemple ? Oui, alors pour nos premiers skippers, donc le duo Thomas Ruyant et Charlie Dalin, ça c'est clair. On voit très bien sur la route qu'ils sont en train de poursuivre, ils coupent au travers, je dirais, de cet anticyclone. Et on voit bien que sur le routage, c'est relativement une progression qui est assez tortueuse. On le voit bien avec des changements de cap relativement importants.
Bah, ces changements de cap relativement importants, ça traduit tout simplement le fait que ces concurrents vont être amenés à naviguer dans des zones de calme assez importantes et donc à négocier des vents calmes, et ce qui complique, je dirais, leur progression vers le cap de Bonne-Espérance. Et on le voit très bien, que ce soit la position des deux leaders ou de comment il s'appelle, de Jean Le Cam. Bon, les bateaux vont progresser vers le cap de Bonne-Espérance, mais sur des routes qui sont différentes, mais qui peuvent nous ouvrir de belles, je dirais, de jolis rebondissements, parce que dans les vents faibles, c'est jamais acquis, je dirais, une position de leader n'est jamais acquise complètement, parce que voilà, les vents faibles font que ça laisse des portes ouvertes, et en l'occurrence, sur notre routage à très long terme, cela n'augure pas, je dirais, des bateaux qui vont franchir le cap de Bonne-Espérance en tête, en fait. Alors justement, ça c'est dans la course réelle, mais dans le jeu virtuel, Virtual Regatta, comment ça se passe? Alors, dans Virtual Regatta, c'est tout aussi compliqué. On l'a vu durant le week-end, où on a eu des joueurs qui étaient tentés de suivre la course, finalement l'option de la course réelle. Mais en fait, sur ce gros paquet là qui est à l'ouest, ben, ce qu'on a observé, c'est plus un regroupement de l'ensemble de la flotte. Ça se concentre énormément. Et ces bateaux-là vont rencontrer toute la difficulté que l'on vient d'énoncer, notamment pour la course réelle. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'observer les bateaux qui sont actuellement leaders du classement, qui Ouais. sont notamment un petit peu plus à l'est. Et ces bateaux-là, en fait, en fin de semaine et week-end prochain, vont venir croiser la route des concurrents qui sont à l'ouest. Donc finalement, c'est très ouvert et là aussi, ce n'est pas très, je dirais, acquis pour savoir qui va franchir en premier, notamment le cap de Bonne-Espérance. Justement, tiens, sur la page Facebook, en privé, on vient de recevoir un message de Manon. Manon, qui est de la Bretagne à Concarneau. Elle demande à partir de quand les skippers vont atteindre justement ce fameux cap de Bonne-Espérance. Alors, ce cap de Bonne-Espérance, là, sur le routage, on est à peu près pour le 2 décembre, quoi, vers le 2 décembre. Entre le 1er et le 2 décembre, on pourra avoir une esquisse des premières étraves sur le cap de Bonne-Espérance. Oui. Eh bien, merci beaucoup Yann Amis de nous avoir apporté ces lumières dans cette émission Vendée Globe édition 2020-2021. Je le rappelle, on vous retrouve tous les jours sur la page Ouest France pour 2 articles différents, notamment pour la course concrète, mais également pour le jeu virtuel à Regatta. Je vous dis à très vite Yann. À très vite, Denis. Oui. Bonne journée. Passez une bonne journée.